Bien, quand sonne le week-end sur la belle radio et télévision, eh bien retentit cette émission, ça va chauffer avec des sujets brûlants. Aujourd'hui, effectivement, les sujets sont brûlants et le thermomètre va monter à partir des arguments des unes et des autres. Et là, je parle des Georgettes, mais aussi des uns et des autres. Et là, je parle des auditeurs et des téléspectateurs. À vous tous et à vous toutes, je dis bonjour, je dis merci d'être en notre compagnie. Nous allons démarrer avec un artiste bien installé sur le continent qui fait plaisir à tout le monde. En tout cas, c'est un garçon qui est, en tout cas, qui ne passe pas, qui ne laisse pas indifférent. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et qui marque les uns et les autres. Souvent, il est comparé avec d'autres, mais à chacun son style. Cette fois-ci, nous avons pris son tout dernier album et là-dedans, nous avons tiré un morceau qui dit « Regarde-moi ». Regarde-moi, et c'est une invitation pour nous, à vous téléspectateurs. Regardez, ça va chauffer. Et puis, si vous êtes amoureux, eh bien, vous pouvez regarder l'autre. Il faut dire que Ferregola est accompagné par un orchestre symphonique, et ça, c'est assez rare, et c'est pour ça que nous vous l'offrons comme cadeau de démarrage. Voilà, Ferregola, regarde-moi, les dernières notes comme des gouttes d'eau qui tombent sur un cœur pour l'attendrir. Regarde-moi, c'est le titre qu'il faut retenir et c'est le titre avec lequel nous démarrons cette émission, en tout cas pour votre plus grand plaisir et pour vous dire merci d'être fidèle à Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous connaissez le principe, nous sommes sur un plateau éclaté, plateau central ici à Libreville, au Gabon, en compagnie de Zita. Bonjour. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Et puis, de l'autre côté, Axel. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour les Georgettes du plateau central. Vous avez dû constater quelque chose, eh bien nous sommes en plein mois d'octobre et en octobre on parle beaucoup de lutte contre le cancer chez la femme et vous avez vu le rose de Zita, vous avez vu la jupe rose de... Est-ce qu'on voit? La jupe rose d'Axel, peut-être qu'elle va se lever pour qu'on voit. Voilà, la jupe rose d'Axel. Et puis vous avez vu mon rose assez pâle, mais un rose tout de même, pour dire que nous sommes dans le ton. Et de l'autre côté, les Georgettes sont également dans le ton. On va sortir du continent tout de suite. On va parler avec Adrienne. Adrienne Kofi, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ah, voici un bonjour avec beaucoup de tonique. Et ça, c'est bien. Merci. Alors, j'ai peur quand je vous donne la parole en début d'émission. Qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ben, c'est pour cela que cette fois-ci, j'ai décidé de ne rien dire. Voilà. Bon, il faut dire quelque chose quand même. Qu'est-ce qui a marqué votre semaine? Ben, bon, cette semaine, on va laisser les faits divers de côté. Il y en a eu suffisamment, mais bon, on va parler tout simplement de la Covid. Parce que, bon, justement, le Premier ministre a demandé que le port du masque soit obligatoire en extérieur. Ça veut dire qu'actuellement, jusqu'au 31 janvier 2021, il faut garder les masques, n'importe où que nous soyons. Sauf dans nos domiciles. Mais même si nous recevons des parents qui viennent nous visiter, ben, il faut porter les masques pour éviter de... Voilà. Je préfère retenir ce fait-là. Voilà. Donc, retour aux mesures barrières avec beaucoup plus d'exigences parce que, avec l'habitude, beaucoup ont pensé que bon, le virus en était allé. Eh bien non, il est bel et bien présent. Oui, il est bel et bien présent. Ok. Voilà. Alors, vous voulez qu'on aille où à partir de Milan? Qu'on aille à Douala, au Cameroun? Qu'on aille à Dakar, au Sénégal? Oui, ou qu'on aille à Grand Bassam? Je veux bien faire un gros coucou à Carole. À Carole. Alors, Carole, bonjour. Voilà.
Bonjour Adrienne, bonjour Georges, bonjour à toutes les Georgettes. Voilà. Bonjour Carole. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu de manifestation, vous n'avez pas été gazé, hein, comme on dit, par les forces de l'ordre. Non, tout est calme, même si il a été ventilé des rumeurs de marche. Encore le 6 octobre dernier, oui, le 6 octobre, c'était prévu qu'il y ait une marche du même parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais tout était silencieux le mardi. Ah bon, et M. Kamto, comment va-t-il? Il est toujours assigné à résidence? Il va comme tout prisonnier, hein. C'est-à-dire qu'il est toujours en résidence surveillée. Il est chez lui. Il ne peut pas sortir jusqu'à aujourd'hui. Il a ses militants qui se comptent par centaines dans les prisons camerounaises depuis la marche du 22 septembre dernier. Donc il y a plus de 600 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont emprisonnés. Bon, ça fait beaucoup. Et c'est pas ça, la politique. Alors, vous allez me dire quelle destination prendre. On va à Grand Bassam retrouver Pulchéry ou bien va-t-on à Dakar retrouver Nogueï? Je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a beaucoup plus de bruit à Abidjan. Pulchéry peut nous en dire plus. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Les bruits, j'ai entendu Conan Bédier appeler les populations dans la rue. J'aimerais bien en savoir plus. D'accord. Alors donc, on va garder ça pour tout à l'heure. On va aller à Dakar. Hein, on va faire languir un peu. On va vous faire languir un peu et languir tous ceux qui attendent d'avoir la température de la Côte d'Ivoire. On va aller à Dakar où se trouve Nogueï. Bonjour Nogueï. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien, moi, je suis content parce que la semaine s'est bien passée pour vous. Vous n'êtes pas tombé malade. Hein? Vous avez bien suivi nos conseils. Oui, je l'ai appliqué à la lettre. À la lettre, ok. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe où. D'accord, exactement. Leçon sûre. Alors, je crois que là-bas à Dakar, la semaine dernière, vous avez parlé de ce grand pèlerinage à Touba qui s'appelle le Magal, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a marqué la semaine. Oui, exactement. En effet, cette semaine s'est déroulé le Grand Magal de Touba à Dakar, qui est une de nos plus grands rassemblements religieux durant l'année. Et je rappelle que c'est une célébration du retour de l'exil du grand précurseur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a duré 7 ans. Et on les célèbre chaque année en grande pompe, notamment avec des incantations religieuses, de la distribution de nourriture, et entre autres. Et cette année, ce pèlerinage se déroule sous l'emprise du coronavirus. Est-ce que les mesures ont été prises, des mesures barrières ont été respectées? Oui, exactement. Ça se déroule sous l'emprise du coronavirus, malheureusement. Mais le ministre de l'Intérieur a pris ses dispositions, ça fait quelques mois. Et les mesures ont été respectées tant soit peu. Donc, espérons que tout se passe bien et qu'on n'ait pas une explosion des cas. Mais on a fait le maximum. OK. Alors, ça dure combien de temps, le Magal? Ça a commencé mardi? Oui, ça dure juste une journée. Une journée? Oui, ça dure juste une journée. OK. Et ça draine du monde, beaucoup de monde, des millions de personnes. Oui, exactement. Ça traîne du monde venant de partout, pas seulement du Sénégal, mais partout dans le monde. Les immigrés reviennent spécialement à Dakar durant cette période de l'année uniquement pour participer au Magal parce que les mourides ont beaucoup de talibés à travers le monde. Donc, franchement, ça traîne beaucoup de monde. C'est un grand rassemblement. Quand on y participe, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne, disons, la bénédiction d'Allah. Et en fait, d'habitude, on dit qu'on célèbre le Magal de Touba pour franchement célébrer le début des souffrances de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Parce qu'on le rappelle, c'est le colon qui l'avait amené en exil au Gabon pour l'emprisonner. Donc, il dit c'est comme la célébration du début de ses épreuves pour se battre pour la religion musulmane. OK. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et il y a beaucoup de gens qui aiment les symboles. Ça fait 10, 10, 20, 20. Ah oui? 10, 10, 10 pour la journée du 10 octobre. Et puis octobre, c'est le 10e mois. Et puis 20, 20, c'est l'année, cette fameuse année Covid. Donc ça fait 10, 10, 20, 20.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la santé mentale. Ok, alors je vous abandonne un peu. Je ne vais même pas parler encore avec Pulchéry. Je reviens à Zita ici. C'est la journée internationale de la santé mentale. Ça veut dire que, bon, la santé, c'est tout le corps. Ça commence par les cheveux, ça finit par les orteils. Et le mental, c'est important. Oui, effectivement, le mental est très important et surtout si cette journée-là a été mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce qu'on a remarqué que nos États, c'est pas seulement en Afrique, un peu dans le monde, nos États ne mettent pas assez d'investissement dans ce domaine-là et puis nos populations, le fait d'avoir des troubles mentaux, ça, on est des fois stigmatisé. Donc, l'institution a donc décidé de consacrer cette journée-là de chaque année, chaque 10 octobre de chaque année, à cette maladie-là pour informer et surtout éduquer les populations sur la façon dont on doit se comporter vis-à-vis de ces personnes-là. Ok, 10-10-20-20, Journée internationale de la santé mentale. Voici notre sujet. Ce ne sera pas un sujet de débat. On sait qu'il y a problème, mais on voudrait quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la journée internationale de la santé mentale. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque 10 octobre en lien avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'occasion de sensibiliser et d'éduquer l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée pour la première fois en 1992, en réponse aux préoccupations que constitue le lourd poids des troubles mentaux dans tous les pays et l'urgence d'améliorer les politiques de prévention et de traitement. Il est possible de promouvoir la santé mentale et de prévenir ou de traiter efficacement la morbidité mentale, surtout que les besoins en santé mentale et en soutien psychosocial devraient augmenter considérablement au cours des prochains mois et années. L'investissement dans les programmes de santé mentale au niveau national et international, insuffisamment financé depuis plusieurs années, est aujourd'hui plus important que jamais. C'est pourquoi cette année, la campagne de la Journée mondiale de la santé mentale vise à favoriser l'investissement en faveur de la santé mentale. Voilà, je crois que vous avez pris bonne note. La santé mentale, c'est important. Il faut y mettre de l'argent. Et là, nous nous adressons à nos dirigeants, aux institutions. En tout cas, il faut se rendre compte que la santé mentale, c'est tout aussi important que toutes les autres pathologies qui nous assaillent. Et on sait les problèmes que l'on a dans nos différentes cités. On voit des personnes détraquées, déambuler dans les rues. C'est un spectacle qu'il ne faut pas continuer de garder dans nos rues. Et nous avons eu une émission sociétale sur la Belle Radio et Télévision qui a parlé en long, en large et en profondeur de cette question. Donc, ce ne sera pas le débat, mais il faut le garder quelque part dans sa tête. Eh bien, il faut faire quelque chose pour que les problèmes liés à la santé mentale aient beaucoup plus de moyens et pour qu'on puisse vaincre les maladies, parce que certaines de ces maladies peuvent être guéries. On sait que les Africains ont beaucoup de problèmes avec ce genre de maladies, les maladies mentales. Les causes sont multiples, mais il faut y mettre des moyens. Voilà, pour la santé mentale. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à Abidjan, retrouver Pulchéry. Non, pas Abidjan, à Grand Bassam. Grand Bassam, c'est à 50 km d'Abidjan. Tout le monde est accroché à vous, Pulchéry. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Aujourd'hui est un jour particulier en Côte d'Ivoire. Dites-le nous rapidement. Carole, Adrienne, Nogueil, Zita, Axel et tous nos auditeurs et téléspectateurs attendent de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bonjour Georges, bonjour également à toutes les Georgettes. Effectivement, nous sommes le 10-10-20-20, 10 octobre 2020. Permettez-moi, Monsieur Georges, de souhaiter un joyeux anniversaire à une très chère copine. Oui. Voilà, elle est née 1 octobre, c'est son anniversaire. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mireille Tossou.
Voilà, puis Boaké, c'est ma copine de longtemps. Voilà, juste cette joyeuse. Alors, on peut chanter pour un joyeux anniversaire. Voilà, donc. Joyeux anniversaire, Mireille. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mireille, ok. Voilà, Mireille est satisfaite? Donc, oui, elle est très satisfaite et elle nous suit. Ok. Elle nous suit. Alors, arrêtez de nous faire languir, Pulchérie. On dit quoi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam? Comme le titre. Oui, on dit quoi comme le titre de Yodé Siro? On va parler d'abord du petit côté culturel. Aujourd'hui, il y a le concert de ce duo-là, Yodé Siro, ce qui permettait déjà à Abidjan de bouillir d'abord, avant même le meeting qui avait été lancé par cette grande opposition ivoirienne. Voilà, tous les membres de l'opposition se sont réunis aujourd'hui pour organiser ce grand meeting-là au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors tout le monde se disait que l'opposition avait du mal à se rassembler, il y avait, chacun tirait les choses vraiment dans son sens, et puis voilà qu'aujourd'hui, on nous parle d'un grand rassemblement. Que va-t-il se passer? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu, on peut dire ça, parce que c'est tout ce que la majeure partie aurait souhaité, que l'opposition se mette ensemble. Comme ça, on a encore plus de force. Hein. Je pense que c'est ce qui est bien pour l'opposition, de se mettre ensemble, parce que ça ne sert à rien d'être divisé, de former des groupes un peu partout. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble et puis faire ce qu'ils ont à faire. Alors, il y a un grand meeting qui est prévu. Tout à l'heure, Carole parlait. Oui. Oui, le grand meeting qui est prévu. Et en ce moment, il y a déjà un grand monde. Il y a déjà un grand monde là-bas du côté du Félicia. C'est comme ça qu'on appelle le stade, parce que c'est le stade Félix Houphouët-Boigny, donc Félicia. Le Félicia. Un grand monde là-bas en ce moment. Et il paraît que depuis 4 heures du matin, la foule converge vers ce lieu. Et certaines personnes même auraient passé la nuit là-bas. Donc, depuis cette nuit, il y a des gens qui sont déjà présents sur la pelouse, sur les sièges du stade. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que les choses se passent bien. Quand on dit qu'il faut que les choses se passent bien, cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des échauffourées, il ne faut pas qu'on déplore des blessés et des morts. Et ça, c'est vraiment, on est obligé de croiser les doigts comme ça, de les attacher même pour que tout se passe bien. Absolument. C'est tout ce qu'on souhaite. On aimerait que tout se passe dans la paix, tout se passe dans les meilleures conditions. Pas de bagarre, pas de blessures, pas d'attaque. Vraiment, ça serait vraiment dommage. Alors, c'est la première grande manifestation de l'opposition face au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara. Oui, et tout à l'heure, Carole avait entamé pour dire qu'elle avait entendu la déclaration du président Henri Konan Bédié, président du PDCI. Effectivement, le président a lancé un appel. Il y a également l'appel de Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse. Il y a aussi eu l'appel de M. Kakou Gikaoué, on le connaît aussi, un grand homme du côté du PDCI également. On a eu aussi l'appel de M. Soro Guillaume, ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale également. Ah oui, ça fait beaucoup d'appels, hein? Ok. Alors, vers la fin de l'émission, vous allez nous dire un peu ce que ça a donné, tous ces appels-là. Mais nous n'oublions pas que c'est à partir d'aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, que les choses vont être très compliquées au niveau de cette élection présidentielle qui doit avoir lieu dans quelques jours, c'est-à-dire le 31 octobre 2020. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 10, donc c'est dans 21 jours. Est-ce que cette élection va avoir lieu? Est-ce qu'elle ne va pas avoir lieu? C'est un gros point d'interrogation. Et aujourd'hui, on va commencer à avoir des éléments de réponse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, Octobre Rose avait décidé d'insister, et vous êtes également en tenue de couleur rose, vous avez décidé d'insister sur la lutte contre le cancer chez la femme. En tenue de couleur rose, d'abord, je dis grand merci à toutes les Georgettes qui ont adhéré au concept. Nous sommes toutes en rose ce matin, également monsieur Georges Abouquet, monsieur le DG. Merci. On va lui faire un petit applaudissement parce qu'un homme se mettre en rose, c'est pas évident. Les filles on soutient les femmes. Hein. Quand les femmes se portent bien, ça va bien chez nous. Donc voilà, c'est pour apporter un petit soutien. Vous savez, l'Octobre Rose, ça commence tous les jours, c'est du 1er au 31 octobre. Il n'y a pas de jour spécial. Donc, pour que nous sommes dans le mois d'octobre, l'Octobre Rose, c'est tous les jours.
Voilà. Et l'octobre rose, c'est le mois qui a été choisi pour la campagne de sensibilisation. C'est-à-dire sensibiliser les femmes à se faire dépister contre le cancer de sein. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on ait des anomalies, il ne faut pas attendre qu'on ait des petits soucis pour se faire dépister. Il faut se faire dépister précocement. Ok. Alors, je vais prendre l'avis de Axel. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes une femme et nous sommes en plein octobre. Octobre rose, comme on dit. Octobre, mois de sensibilisation, de lutte contre le cancer chez la femme. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que selon les statistiques, en fait, les pays pauvres intermédiaires sont les plus touchés. Donc les pays comme les nôtres, l'Afrique, sont les plus touchés. En fait, il y a beaucoup plus de morts dans ces pays-là. Donc c'est une très bonne initiative qu'on consacre tout un mois pour se dépister. Donc je vous conseille à tous, toutes les femmes en fait, de se dépister. Ok, je pense que le message est entendu. Mesdames, mesdemoiselles, eh bien, allez vous faire dépister. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, ce sont des situations très difficiles, très compliquées. Et plus vite le dépistage a lieu, et plus vite on peut, s'il y a des problèmes, l'on peut proposer un traitement. Cela dit, on va aller maintenant dans les affaires qui fâchent, n'est-ce pas? Nous avons un sujet très intéressant, je vais vous le dire. Au Zimbabwe, il y a le parti au pouvoir qui a décidé d'introduire un projet de loi. Ce projet de loi veut que désormais l'on ne critique plus les activités, les actions, les actes du gouvernement. Et si vous le faites, vous devenez un criminel. De quoi s'agit-il? Voici un projet de loi plutôt surprenant. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, souhaite criminaliser toute critique à l'encontre du gouvernement. Bientôt peut-être, porter des critiques sur les actes posés par le gouvernement en place sera considéré comme illégal. Les citoyens zimbabwéens, eux, feront l'objet d'accusations criminelles s'ils sont en contact avec des gouvernements étrangers sans l'accord du gouvernement zimbabwéen. On le sent, cette loi n'annonce rien de bon. Le pays traverse des moments difficiles avec une rude crise financière et économique qui sévit depuis de longues années. Les journalistes sont brutalisés ou kidnappés quand ils s'interrogent sur la situation du pays. Le président du Zimbabwe est Emmerson Mnangagwa qui a renversé en 2017 Robert Mugabe qui lui a régné 37 ans durant. Que dites-vous de ce projet de loi? Vous pouvez nous joindre au 074 55 11 02 à partir du Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. C'est bien. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de participer à cette émission en compagnie de Georgette. Et nous allons tout de suite prendre l'avis de Carole. Supposons, Carole, que vous êtes de nationalité zimbabwéenne. Vous entendez ça? Qu'est-ce que vous faites? Carole? Vous savez, oui, Georges. Oui. Je ne sais pas où nous allons. Hein. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Dites-nous ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, il y a des situations vraiment abracadabrantes. On a l'impression d'être sur une autre planète. L'Afrique n'a qu'à créer sa planète, hein, parce que et le continent là-bas. Déporter le continent là-bas carrément. Ah oui. On ne peut pas être en train de parler de village planétaire, de parler de libertés individuelles, de signer des conventions internationales ça et là, et rentrer 100 ans en arrière. Moi, je suis... vous êtes gentil, vous dites 100 ans en arrière. Moi, je dirais une éternité en arrière. Vraiment, c'est... vraiment, je ne sais pas. Ça me dépasse. Ça vous dépasse. OK. Est-ce que, Adrienne, à Milan, quand vous êtes là-bas et que vous entendez ça, un pays africain, un parti au pouvoir qui propose que, faire des critiques au gouvernement est un acte criminel. Vos cheveux se dressent-ils? Vous savez, il y a l'emoji qui fait comme ça.
On a honte. Ah, vous fermez Ça fait... ou bien là? Ben oui, mais ça fait honte. Vraiment, genre, ça fait honte. Ça fait honte. Et comment vous voulez que... Et puis bon, le problème qui se pose, c'est que l'Africain a tendance à indexer toujours l'ennemi, c'est-à-dire l'Occident. Mais actuellement, c'est nous-mêmes. Nous sommes à la base de tous nos problèmes. Quand j'ai appris cette nouvelle, entre-temps, on venait d'annoncer à la télé que les policiers qui ont assassiné George Floyd, que quelqu'un avait payé leur caution avec plusieurs, je crois 6 € derrière les différents chiffres là sur les chèques, on ne sait pas qui a payé, on les a libérés. Mais l'Occident continuera à nous piétiner. Ils feront tout ce qu'ils voudront parce que nous, les Africains, nous continuons de démontrer par A plus B, enfin, comme ils l'ont dit en Côte d'Ivoire, Mamkoul dit que le président Ouattara a dit que tout le monde est crétin. Mais nous sommes en train de démontrer par A plus B. Vous n'êtes pas trop dur là, vous n'êtes pas trop dur. Non. Il y a quand même des hommes de valeur en Afrique. Ben oui, il y a des hommes de valeur, mais en ce moment, qui est en train de faire quoi que ce soit? Parce que les hommes de valeur, là, on les compte sur les bouts du doigt. Pendant que la Côte d'Ivoire brûle, que, je ne sais pas, le Mali, tout le monde, et puis on vient apprendre que parce que bon, vous êtes élus démocratiquement, on ne peut plus vous critiquer. Si vous ne faites pas le boulot, vous n'êtes pas en train d'arranger le peuple, la population ne peut pas se lever. Dans l'Afrique profonde, moi je sais qu'on a toujours eu de gros arbres, on dit l'arbre à palabre. Les villageois, nos parents allaient trouver les chefs du village sous l'arbre et puis on essayait de régler les problèmes. Mais pourquoi maintenant que nous sommes dans la tendance de la nouvelle génération, on va dire, nous avons appris à écrire, nous savons lire, nous voulons voter comme font les Occidentaux. Et puis maintenant, on ne peut plus parler. Pendant ils sont en train de piller les richesses des pays. Et la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à nos enfants? Beaucoup de points d'interrogation. Vous avez des réponses, Axel? Ça, mais le plus étonnant, c'est que le président Emerson Mnangagwa a fait un coup d'État et a chassé... Bon, ça a été un coup d'État en douceur, comme on dit. Oui. Mais a chassé Robert Mugabe. Il a dit qu'il allait rompre avec le régime de Robert Mugabe. Donc, en fait, tous les Zimbabwéens se sont dit, étaient derrière lui, qu'il va apporter un changement positif, en fait. Oui. Mais le pays sombre, rien n'a changé. Pour acheter un pain, il faut des milliards ou des millions de francs zimbabwéens et il emmène cette loi-là qui... En fait, ça surprend tout le monde. Comment il peut décider d'une telle loi, en fait? Alors, si vous êtes comment au Zimbabwe, mener le changement? Si vous vous retrouvez au Zimbabwe, vous entendez qu'il y a ce projet de loi. Bon, pour le moment, ce n'est qu'un projet de loi. Vous entendez ça, vous faites quoi? Je serais juste déçue, en fait, parce que... Seulement déçue? Mais les journalistes sont kidnappés, les journalistes sont violentés parce qu'ils critiquent. Ils ne font que critiquer, en fait. Donc, si je critique, la même chose va m'arriver, je serais déçue. Alors, donc, on va dire à Carole de ne pas aller au Zimbabwe parce qu'elle risque de prendre des gaz dans les yeux et dans le nez. Exactement. Donc, le président Emerson Mnangagwa, donc, on va dire que c'était un monteur de faux espoirs, comme d'habitude, en fait. Okay. Pourquoi avoir renversé M. Mugabe si c'est pour en venir à ce point? À l'époque, on ne parlait que de l'âge de Mugabe, plus de 90 Exactement. ans. 37 ans de règne. Voilà. On est fatigué, changer un peu. Et maintenant, voici le changement. On veut mettre une fermeture éclair sur la bouche de tout le monde. Carrément. Ouais. J'aime cette phrase-là, et voici le changement. Et Nogueï, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes à Dakar, de là-bas vous regardez le Zimbabwe. Le Zimbabwe est dans la partie australe de l'Afrique, vous êtes en Afrique occidentale. N'empêche que c'est un problème de gouvernance qui est posé là. Ça, c'est l'exemple typique, Georges, d'un gouvernement répressif. Et quand je vois ce genre de choses, en plus d'être envahi par la honte, franchement, cela me révolte en fait. Là, j'ai envie de dire au peuple zimbabwéen de ne pas faire passer ce projet de loi-là avec le Parlement. Mais après, le Parlement, c'est qui? En général, ce genre de gouvernement, il maîtrise autant l'exécutif et le législatif. Donc, il n'y a pas de porte de sortie. Et quand tu oses dire au peuple, mais réveillez-vous, révoltez-vous, organisez des manifestations. Mais après, c'est pour finir en prison. Et
ça sert à quoi? C'est comme si on avait une sorte de malédiction, comme le dit Adrienne, et que franchement, que c'est assez frustrant en fait. Alors ça, des projets de loi comme ça sort d'un génie négatif. Hein? Exactement. Oui. Un génie négatif pour sortir un tel projet de loi. Oui, c'est exactement. Et en plus, je trouve ça très fourbe parce que c'est une nouvelle façon de vraiment de priver de la liberté d'expression d'un peuple. Parce que critiquer, c'est quoi? Critiquer, c'est le contre-pouvoir. Le peuple, c'est le contre-pouvoir, en fait. Il a son mot à dire. Les critiques peuvent être forcément constructives à la base. Donc, il n'y a pas besoin de dire que, ouais, quand on critique, après, c'est un crime. Ça veut dire, non, vous êtes là, vous subissez. On ne demande pas à un peuple de subir. On n'est pas à cette terre-là en 2020. Ah ouais? C'est vraiment. Ouais. J'espère que nos amis du Zimbabwe, ils entendent cela. Les députés entendent ce que vous dites parce que ce n'est qu'un projet. Et vraiment, ici aussi, on va croiser les doigts, on va même les attacher pour que ce projet-là ne soit pas adopté. Hein, pour que ça ne devienne pas une loi. Même les oreilles aussi. Pulchéri, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes dans un pays où ça bouillonne au niveau politique. Qu'est-ce que vous en dites? On veut bâillonner tout le monde, plus personne n'a droit à la parole. Si vous critiquez le gouvernement, vous êtes passible de punition. Ouais. Vous savez, Georges, il n'y a rien de nouveau, hein, parce que tout ce qui se passe en Afrique, là, c'est réciproque un peu partout. Donc, voir les réalités du Zimbabwe, c'est aussi ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a déjà quelques mois, on a assisté à l'arrestation de Mme Pulchéri Edith Balé, c'est mon homonyme. Elle a été arrêtée, elle est la présidente de la société civile pour avoir appelé la population à manifester dans les rues. Elle a été arrêtée, ça fait quelques mois déjà qu'elle en... Contre quoi? Oui. À manifester contre quoi? Contre le troisième mandat? Pardon? Oui, contre le troisième mandat du président actuel. Ouais. Donc, voilà, donc ça se rejoint un peu, c'est à peu près les mêmes idées là. Donc, moi, il faut carrément bannir ce projet de loi. Ouais. Alors, il faut dire à nos députés, à nos présidents et tout cela que, bon, c'est fatigant hein, d'avoir toutes ces lois, ces restrictions. Il y en a qui veulent même enfermer Internet. Ils oublient qu'Internet, c'est quelque chose de très éclaté. Ils veulent bloquer Internet. Il y a des surveillances. On coupe Internet. Vraiment, c'est fatigant. Qu'est-ce que vous dites, Zita? Je reviens à vous tout à l'heure, Pulchéri. Zita va nous dire son sentiment également. Bon, c'est vrai que quand j'entends ce genre de projet de loi, franchement, je suis couverte de honte. De honte? Voilà, parce que c'est vraiment très rétrograde que nous soyons en 2020 et qu'il y a des individus... Aujourd'hui, c'est 10, 10, 20, 20. Et qu'il y a des individus qui s'adonnent à ce genre de choses. Mais non, moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que pourquoi le gouvernement a décidé de faire passer cette loi à l'Assemblée nationale? Il ne veut pas qu'on le dérange. Non, est-ce que les populations aussi ne dépassent pas les bornes dans leur critique? Parce que bon, c'est pas... Oh, critiquer, c'est critiquer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Georges, mais cette loi, cette idée, cette loi-là n'est pas née des ex nihilo, ça ne sort de nulle part. C'est sûrement quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe au Zimbabwe, parce que je pense que... Mais quel que soit ce qui se passe, est-ce qu'il est possible de mettre une fermeture claire comme ça? C'est peut-être... ils sont allés peut-être un peu fort, c'est extrême, mais ce qui est là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une cause quand même qui a fait en sorte que le gouvernement puisse penser à introduire une telle loi, parce que là, empêcher les populations de critiquer ce que fait le gouvernement, en fait, c'est normal. C'est surtout les journalistes qu'on veut bâillonner. Ah, oui, parce que c'est eux qui parlent. Parce que quand vous êtes dans votre fauteuil assis chez vous, dans votre maison, bon, personne ne viendra vous déranger. Si vous critiquez, si vous portez les critiques les plus dures. Mais si cela se retrouve dans des journaux ou à la radio ou à la télévision, voilà, c'est là que le gouvernement dit non. Il ne faut pas nous critiquer, c'est un crime de nous critiquer. Je suis pas, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec le gouvernement, puisque si la presse est là, la presse est là pour informer. Pour dire ce qui est. Non,
Parce qu'on ne peut pas interdire les gens de critiquer. Tu ne peux pas voir ce qui est mal et tu ne le dénonces pas, surtout si tu es journaliste, étant donné que c'est ton travail. Le Zimbabwe aujourd'hui fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Donc, oui, justement. Oui, non, là, franchement, je suis révoltée. Ça me révolte. Ça révolte. Oui, là. Carole, vous voulez dire quelque chose? C'est révoltant. Carole? Non, ou c'est Adrienne? Oui, c'était moi. En fait, il paraît que le gouvernement a offert des voitures, des véhicules très luxueux à tous ses hauts fonctionnaires. Des voitures qui coûtent dans l'ordre de 35 000 € à peu près. Oui. Bon, je ne sais pas qu'on convertit disons, dans notre monnaie, je sais pas comment ça fait. Mais ça fait beaucoup. Oui. Et donc, tous les hauts fonctionnaires circulent dans ces véhicules-là. On ne pourra pas faire la publicité, mais c'est des marques, je crois, des marques anglaises. Et donc aussi, tous ces gens-là sont bien assis. C'est normal que le peuple aussi puisse critiquer et se lever contre ce gouvernement. Ok. Parce que s'il ne peut pas acheter le pain, et puis parce que tu es nommé ministre ou tu es nommé député, tu peux rouler dans cette voiture sans compter le carburant et tout ce qui est, on va pas rester la citer, mais c'est flagrant que le reste du peuple meurt de faim, et puis que les autres, voilà quoi. C'est-à-dire c'est un autre groupe encore qui s'est formé. C'est presque désespérant, mais comme le dit un membre de notre rédaction, Aziz, il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Alors, je vais retrouver quelqu'un qui a pratiqué le Zimbabwe. C'est un artiste africain qui s'appelle Ayuba. Bonjour Ayuba. Bonjour Georges. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, je suis très heureux d'être part à ce débat. C'est très fascinant. Ok, alors vous avez pratiqué le Zimbabwe, vous êtes un chanteur, vous pratiquez le reggae et vous êtes souvent, comment on va dire ça, dans les pays anglophones, notamment au Zimbabwe. Vous connaissez bien ce pays? Oui, j'ai fait le Zimbabwe plusieurs fois. Oui. Et comment vous avez trouvé ce pays? Oh, c'est un très beau pays. Les gens sont très chaleureux et ils m'ont adopté là-bas. Et moi, je dis toujours aux gens que le Zimbabwe, c'est ma deuxième patrie. Ah oui. Et c'est un beau pays et les gens sont vraiment chaleureux. C'est très bien. Est-ce parce que Bob Marley a chanté Zimbabwe? Ou bien il y a d'autres? Oui. Oui, bien sûr, ils aiment beaucoup le reggae. Quand ils m'ont invité là-bas en 1999 et l'an 2000, ils m'ont rappelé ça. Bob Marley a mis la barre très haute et nous espérons que vous allez vous mettre dans ça. Okay. Alors, vous allez chanter autant que lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi qui veut que celui qui critique les actes du gouvernement, en tout cas de façon négative, soit un criminel? Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Waouh, ça c'est un peu fort pour moi parce que c'est pas un peu fort, c'est très fort. Oui, c'est très fort. Oui. Avec toute oppression, il faut une résistance. Et nous sommes des chanteurs de reggae et qui parlent de critique de la société. Nous sommes au centre de cela, comme les journalistes. Et je pense que c'est une aberration pour notre petite démocratie ou jeune démocratie en Afrique. Et il faut le combattre parce qu'il faut parler de la corruption. Et la sœur vient de parler de tout de suite là des voitures qui sont offertes à d'autres personnes alors que le peuple est en train de souffrir. Et en tant que journaliste ou en tant qu'homme critique de la société, il faut s'y mettre. Je pense que il faut abroger cette loi-là. C'est pas bien parce que moi je ne pourrais pas aller au Zimbabwe. What do you want to sing for us today? On va parler en anglais parce que vous vivez aux États-Unis. Oui. Well, mais là, vous êtes à Abidjan, hein? Oui. Yeah, je suis présentement à Abidjan. Je suis en train de travailler sur mon 5e album. Le 5e. Et oui, j'ai fui le Covid aux États-Unis pour venir me cacher en Afrique et pour bien travailler. Bravo. Ok. Alors, on va vous laisser interpréter une belle chanson. Et puis, on vous dit merci beaucoup d'être dans cette émission. Merci à tout le monde. Oui, et nous vous proposons, mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, les Georgettes aussi, n'oubliez pas que vous pouvez intervenir dans cette émission. On vous a dit nos numéros de téléphone qui marchent aussi sur le WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à intervenir. En attendant vos interventions, nous retrouvons notre cher ami Ayuba, cette fois-ci dans un live qui a été enregistré au Zimbabwe.
C'était Ayouba, chanteur africain qui vit aux États-Unis et qui se retrouve là en ce moment à Abidjan pour enregistrer, comme il a dit, son 5e album. En tout cas, c'est un garçon qu'on va retrouver sur les antennes de la Belle Radio et Télévision parce que très engagé du côté des peuples africains, en tout cas pour que le développement en Afrique puisse avancer. Nous avons terminé, je crois, avec ce débat. Vous pouvez le continuer hein, si vous voulez, chez vous, à la maison ou au bureau à partir de lundi. Le Zimbabwe a introduit un projet de loi qui veut que toute personne qui critique les actions du gouvernement eh bien, soit sanctionnée comme un criminel. Je crois que tout a été dit, n'est-ce pas? Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Notre souhait, c'est que ce projet de loi ne passe pas. C'est le temps maintenant de vous proposer notre zigzag. Vous savez que pendant cette émission, on vous propose des repères. Il faut savoir où aller. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des arts et de la culture. Zita vous donne réponse à certaines de vos interrogations. Imaginez il y a 5 ans à Bamako, le trio malien Oumou Sangaré, Mamadi Keïta et Mariam Doumbia, les Amazones d'Afrique ont entraîné par la suite dans leur projet bien d'autres artistes féminines du continent. Artistes militantes, porte-parole de la cause féminine, les Amazones d'Afrique éveillent les consciences en chansons, notamment en abordant des thèmes difficiles comme la misogynie, la violence, l'identité sexuelle, le mariage forcé et l'excision. Ce groupe mythique sera en concert ce samedi 10 octobre au Saxe 2 rue des Champs à Cher en France. Mandela, un symbole contre l'apartheid, est un documentaire qui retrace l'extraordinaire parcours de Nelson Mandela. Avocat justicier, libérateur, réconciliateur ou encore star people, Nelson Mandela a endossé tout au long de sa carrière politique de multiples rôles qui l'ont élevé au rang d'icône. Comme Madiba, son parti politique et la communauté internationale ont-ils façonné et utilisé l'image de celui qui a fait tomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Réponse dans ce film documentaire, Mandela, un symbole contre l'apartheid, a été diffusé cette semaine par Place Sud Planète en France. L'organisation Le Rêve Africain recherche dans chaque capitale du continent des chefs de projet pour son initiative Tour d'Afrique en 55 semaines, qui s'étendra de janvier 2020 à février 2021. Le Rêve Africain est une association à but lucratif installée à Paris en France. Tous les candidats sont invités à répondre à un formulaire. Aucune date limite n'a été spécifiée. Le SOFACO, le Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique, a lancé un deuxième appel à projet pour soutenir les artistes et acteurs culturels dont les activités ont été négativement affectées par la crise sanitaire du Covid-19. Pour postuler, il faut remplir un formulaire de demande de financement en ligne. La date limite de candidature est fixée au 15 octobre 2020. Les candidats retenus seront informés avant le 15 décembre 2020. Le chanteur de rumba congolaise Ferengoula revient sur scène avec un nouveau single, Regarde-moi, accompagné pour la circonstance d'un orchestre symphonique. C'est tout pour ce zigzag culturel. À la semaine prochaine. Tu te sépares avec une fille après 1 mois, c'est marié. Ça veut dire qu'elle était fiancée ailleurs depuis. Ok, si vous ne savez pas manger avec une fourchette et un couteau, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez manger des fois avec les doigts, n'est-ce pas? Ok. Bien, maintenant que nous avons eu notre zigzag, que nous avons eu nos repères en matière d'art et de culture, et que nous avons pu pouffer de rire, nous allons décerner la Palme d'Or, encore une fois, au Mali. Et ça, c'est très important. Le Mali s'illustre de
de la plus belle des manières parce que, non, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, vous comprenez que nous avons décidé, dans notre rubrique méritocratie, de décerner la Palme d'Or au Mali. Pourquoi, comment? Voici notre commentaire. Cette semaine, nous décernons la Palme d'Or du mérite au Mali, précisément à la junte malienne qui a tenu ses promesses. Après le coup d'État perpétré en douceur, l'ancien président du pays, Ibrahim Boubacar Keïta, et ses collaborateurs ont été libérés. Des civils ont été désignés à la tête de la transition du pays qui va durer 18 mois. Un gouvernement de seulement 25 membres a été mis en place. L'embargo décrété sur le pays par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été levé et le Mali peut à nouveau organiser des échanges avec l'Afrique et le reste du monde. Et cerise sur le gâteau, le chef de file de l'opposition, enlevé le 25 mars par les djihadistes et déporté dans le nord du pays, a recouvré la liberté jeudi dernier. Tous ces actes et surtout le respect de la parole donnée sont aujourd'hui rares en politique sur notre continent. En attendant l'organisation impartiale et ouverte d'élections présidentielles, législatives et municipales, disons un grand bravo à la junte qui fait preuve de la plus grande responsabilité. Voilà, nous saluons le Mali, on dit bravo au Mali parce que les choses vont dans le bon sens. Voici des militaires qui ont décidé de ne pas faire comme les autres, d'être des militaires corrects, des militaires responsables. Ils ont dû intervenir quand ils n'avaient pas le choix. Allô? J'appelle de la Côte d'Ivoire et je suis en train de suivre un débat avec Georges Aboku. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, il est parti. Ok, je suis en train de dire que, bon, les militaires maliens font les choses comme il se doit et c'est pour ça que nous les saluons, nous les applaudissons, nous leur décernons la Palme d'Or. Qu'est-ce que vous en dites, Adrienne, vous qui étiez presque en train de désespérer de l'Afrique? Voilà, un exemple positif. Adrienne? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais participer à l'émission avec Georges Abouké. Allez-y, monsieur. Vous êtes monsieur? Bonjour, Georges. Bonjour. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Très bien, merci. Vous êtes monsieur? Je préfère garder l'anonymat parce que nous connaissons un peu la situation de la Côte d'Ivoire. Allez-y. Voilà. Et donc, alors, pour ce qui concerne nos politiques... On vous écoute? Nous vous écoutons, monsieur. Il est parti. OK. Il avait envie de dire quelque chose, j'allais dire, de grave. Il faut dire que... Ah, OK. C'est juste parce qu'ils sont égoïstes. Oui. Alors? OK. Notre ami de Côte d'Ivoire est parti. Je vais avoir les réactions maintenant par rapport à ce qui se passe au Mali, par rapport à la situation positive qui s'installe au Mali. Adrienne, j'étais en train de vous demander si vous continuez de désespérer. Voici un cas, un cas positif. Oui, c'est un cas positif. On voudrait que le reste des différents pays aussi essaient de se comporter comme le Mali. OK. C'est tout. Oui. Il faut avoir le courage et puis bon, que le peuple se soulève et que les militaires fassent la même chose. Est-ce qu'on va faire du copier-coller? Je ne sais pas, mais bon, voilà. OK, d'accord. Ça fait plaisir, et puis on souhaiterait que la Côte d'Ivoire puisse, que cette journée d'aujourd'hui puisse vraiment marquer un grand coup en Côte d'Ivoire, quoi, pour voir un changement. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'on souhaite. Quand vous voyez ce qui se passe au Mali, vous ne désespérez pas totalement de l'Afrique, n'est-ce pas, Nogueï?
Non, je ne désespère pas et c'est vraiment un bouquet d'air frais de voir ce genre d'exemple parce que c'est des choses qui se produisent très, très, très rarement. Il faut avouer que les militaires, en général, dès qu'ils font un coup d'État, c'est par avidité, soif de pouvoir. Mais je salue la bonne foi des militaires au Mali. Au moins, ça montre qu'ils se sont battus pour réinstaurer l'équilibre et la stabilité au Mali. Franchement, je leur dis bravo et j'encourage ce genre d'actes. Merci beaucoup. Axel, même réaction? Oui, c'est vrai qu'ils sont arrivés par coup d'État, mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ils ont tenu parole, en fait. J'aimerais souligner qu'avant, on disait « je vous donne ma parole » et c'était suffisant, pas besoin de signer des papiers, en fait, et les gens la respectaient. Mais maintenant, plein de monteurs un peu partout et leur acte est assez surprenant et ça fait plaisir qu'il y ait encore des hommes de parole. Alors, les hommes de parole, c'est important, surtout en politique, Zita. Exactement. En politique, de nos jours, on n'est plus habitué à voir des personnes qui respectent leurs paroles. Ce n'est pas seulement des politiques, même des personnes ordinaires. Ça devient difficile de nos jours. Restons en politique. Donc, je dirais un grand bravo aux militaires maliens et surtout, j'espère qu'ils vont respecter leurs paroles jusqu'à la fin et après les élections, libérer le fauteuil pour que la gestion de l'État reste aux mains des civils. Ok. Pulchéry, respecter sa parole, c'est très important. Surtout en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai, c'est le 10-10-20. Mais bon, nous sommes en politique. Allez-y, vous pouvez appliquer cela à la Côte d'Ivoire. Respecter sa parole, c'est important. Oui, c'est important. Vous savez, le Mali, c'est le pays frontalier de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays frontalier depuis le Nord. Ce qui se passe au Mali, c'est aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire confiance maintenant aux autorités de l'armée africaine. Donc, si les militaires du Mali l'ont fait, on espère aussi que ça sera le cas ici en Côte d'Ivoire, comme l'a dit tout à l'heure Adrienne. Donc, c'est ce qu'on espère aussi pour la Côte d'Ivoire. Mais la différence, c'est que chez nous, les militaires ont reçu pas mal d'argent. Hein. Ah bon? Oui, justement, il faut sortir de tout ça. Comment? Ça se dit, mais il n'y a pas de preuve. La seule parole qui n'a pas été respectée, c'est peut-être celle du président Alassane Dramane Ouattara, qui avait dit le 5 mars, si je ne me trompe pas, je ne suis pas candidat, et puis le 6 août, je suis candidat. Qu'est-ce que vous en dites? Allô? On a perdu... Moi, monsieur Jean. Oui? Moi, Pulchéry. On attend. Ok, oui. Ce que je pense de la déclaration du président de la République. Oui. Le 5 mars, je ne suis pas candidat. Le 6 août, je le suis. Là, on est dans une affaire de la parole. Oui, au départ, on avait parlé ici dans l'un des numéros de Ça va chauffer, on en avait parlé déjà. Oui. Je pense que pour une première fois, quand il a dit qu'il était candidat, tout le monde a applaudi, tout le monde était content. Voilà, et puis après, ça a été une déception, en tout cas pour pas mal de personnes, pour moi aussi. Ça a été une déception, mais bon, on attend de voir. L'une des causes de la grande manifestation d'aujourd'hui. Oui, on se montre ce que vit la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a les élections. Qu'il y ait les élections le 31 octobre ou pas, nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix, c'est la stabilité en Côte d'Ivoire, parce que nous, jeunes là, qui ne travaillent pas encore, on a besoin d'avoir un emploi, on a besoin d'être stable pour pouvoir vaquer à nos occupations. On a besoin de tout ça. Pulchéry, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait ces élections-là. Pas d'agression un peu partout dans les... Quelqu'un dit quoi? Adrienne dit quoi? Non, je dis que... Comme elle dit que nous, les jeunes qui n'avons pas encore un boulot, il faut que ces élections-là se fassent. Mais justement, il ne faut pas que ces élections-là se fassent parce que c'est le même gouvernement qui est en train de piller à cause de la corruption. Non, je respecte ce que j'ai dit. Mais je veux dire que dans la manifestation d'aujourd'hui, il ne faut pas que ces élections-là se fassent le 31 octobre. Parce que ce gouvernement-là ne doit pas rester. Sinon, la jeunesse, elle est complètement foutue. Attention, on va laisser les politiques faire leur débat. Nous, on constate qu'aujourd'hui, il y a une grande manifestation.
On sait qu'au Mali, effectivement, au Mali, les autorités militaires ont tenu parole. C'est pour ça qu'on leur décerne la palme d'or. Je vais prendre l'avis de Carole. On n'a pas eu son avis encore. Carole? Oui. À part applaudir, hein, je ne suis pas si enthousiasmée. Hein. Ben, ça devient rare hein, que des gens tiennent parole en Afrique, que des politiciens tiennent parole en Afrique. Je sais pas, parce que je me rappelle ce qui s'est passé au Zimbabwe lorsque il fallait déloger notre cher ex-président Mugabe, Robert Mugabe. L'équipe qui demandait à ce que Mugabe parte du pouvoir nous avait fait miroiter beaucoup de belles choses et on voit aujourd'hui là où le gouvernement nous amène. Donc, on a eu des militaires qui ont donné leurs paroles, qui ont fait des promesses en Guinée, Conakry, etc. Dans plusieurs pays d'Afrique, les militaires, les hommes politiques donnent leurs paroles et disent qu'ils vont respecter la parole. Ils peuvent même dire qu'ils quittent le pouvoir pour que l'élection présidentielle prévue se tienne. Mais pendant que la nouvelle équipe va arriver, il y aura encore un coup d'État. Bref. Moi, je suis là comme ça. Hein. Vous êtes perplexe? Oui, mais bon. J'applaudis juste. Hein. La parole donnée, la parole on n'est jamais sûr de rien ici en Afrique. On n'est jamais sûr de rien. Mais pour le moment, nous, on salue le Mali quand même. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de palpable, bien sûr. On salue ce pays, on salue son peuple, on salue ses militaires, on salue ses dirigeants politiques et on espère que les choses vont continuer d'aller dans le bon sens. Je voudrais rappeler à nos amis auditeurs et téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission en direct en appelant ou bien en passant par WhatsApp. Je rappelle le numéro 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, plus 241 74 55 11 02 si vous le faites à partir d'un pays en dehors du Gabon. Et je vous rappelle que le WhatsApp, il marche très bien. Et pour saluer nos amis du Mali, nous avons choisi une artiste qui monte, une étoile montante de ce pays qui s'appelle Djely Tapa et qui chante Home. Nous sommes bien au Mali. L'artiste qui l'interprète s'appelle Djely Tapa, une étoile montante du Mali. Et nous avons fait ce choix pour saluer la façon dont les choses sont amenées au Mali depuis quelque temps. Les choses avancent dans le bon sens et nous espérons que tout cela va déboucher sur des élections crédibles, ouvertes et en tout cas sans difficulté. Et nous avons encore quelques temps, n'est-ce pas? Nous sommes en votre compagnie, en compagnie des Georgettes et nous vous proposons maintenant un autre sujet qui va ouvrir un autre débat. L'Afrique avance dans son développement, mais pour pouvoir faire un pas, deux pas, trois pas en avant, il faut régler une foule de problèmes. Et nous sommes maintenant en RDC, en République démocratique du Congo, et là-bas, un évêque a décidé que désormais dans les écoles catholiques, il n'y ait que des enseignants catholiques. C'est un sujet signé Axel Eyang. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambogo a ordonné que tous les enseignants de l'école primaire catholique soient catholiques. La nouvelle a été annoncée lors de l'inauguration et de l'installation du nouveau doyenné Saint-Eugène à Maluku. Le cardinal a aussi déclaré qu'il veillera à ce que tout curé et coordinateur respecte cette loi. Plusieurs personnalités, dont Didier Bidumbu, vice-ministre chargé de l'enseignement primaire et secondaire, ont ouvertement exprimé leur désaccord. Le vice-ministre a aussitôt déclaré que les écoles conventionnées, catholiques, protestantes, kibonguistes ou islamiques sont propriété de l'État qui paie les enseignants. Les églises ne sont que les gestionnaires de ces écoles. Le cardinal n'a donc pas le droit de prendre des mesures qui violent les lois du pays, aussi longtemps que l'État reste l'unique propriétaire des écoles conventionnées et employeur de ses enseignants. Le problème soulevé par le prélat paraît pourtant réel, vu la vitesse d'expansion des églises dites éveillées, surtout dans les centres urbains, dont Kinshasa. Quelle est votre opinion sur la question? Vous pouvez nous joindre au 074 55 11 02 à partir du Gabon, au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp.
Voilà, c'est clair, le débat est engagé encore et nous allons commencer cette fois-ci par Dakar. Nogueï, ce prélat a décidé en RDC que dans les écoles catholiques, il n'y a que des enseignants catholiques. Qu'est-ce que vous en dites ? En fait, je pense que je suis un peu mitigée parce que je pense que du moment que ces écoles sont sous la tutelle de l'État, il doit y avoir des entretiens mis au préalable pour pouvoir en discuter, mais pas imposer sa volonté et le dire sans pour autant consulter la loi, consulter l'État. Vu que ces écoles-là sont sous la tutelle de l'État, ces enseignants sont payés par l'État. Donc, je pense que ça doit être plus une discussion pour trouver un accord plutôt que le fait de mettre son veto et d'imposer sa volonté. C'est mon avis. Ok, ça c'est votre avis. Maintenant, on va prendre l'avis, on avance, on vient. Après Dakar, on atterrit à Grand Bassam, Pulchéry. Qu'est-ce que vous en dites? Allô, Pulchéry? Oui. Je croyais que vous étiez allé au stade de Félix Houphouët-Boigny. Oui, je suis là, monsieur Georges. Vous êtes là, bien à Bassam, oui. Non, pas encore. Ok. Oui, pour moi, je pense qu'il a raison. Il a raison. Parce que c'est une école catholique, donc pour moi, des enseignants doivent aussi être des enseignants catholiques. Pour moi, c'est pratiquement raisonnable. Et pourquoi? Parce qu'il y a un argument de taille. C'est l'État qui paye les enseignants. Oui, bien vrai que ce soit l'État qui s'en occupe, l'État qui, comme l'a dit tout à l'heure Nogueï, c'est l'État qui gère les fonctionnaires et tout ça. Mais vous savez, l'enseignement catholique n'est pas comme les autres enseignements. Le catholique, par exemple, il n'utilise pas les mêmes documents que les autres établissements. Donc, moi, je pense que les enseignants, là, quand ils sont déjà catholiques, ça serait encore plus praticable. Moi, j'ai fait une école catholique, donc je suis bien placée pour savoir. C'est votre avis, Zita? Des enseignants. Enseignants catholiques, oui, pour école catholique. Bon, moi, obligatoirement. Non, moi je suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec la décision du prélat, parce que déjà, je crois que dans les écoles, bon, j'ai pas fréquenté dans des écoles catholiques, mais je crois que dans les écoles catholiques, il y a toujours un cours qu'on appelle les cours de religion. Donc, je crois que s'il y a déjà des cours de religion qui sont là, les enfants qui apprennent dans ces écoles-là ont déjà des enseignements, des cours bien particuliers de religion. Et maintenant, si... Allô? Bon, continue. Et maintenant, s'il faut que les dits enseignants aient aussi des enseignements de la doctrine catholique, je crois qu'on peut faire des sortes de séminaires où on organise des séminaires en donnant ces enseignants qui ne sont pas de confession catholique. On organise des séminaires où on les enseigne les bases de la religion catholique pour qu'ils puissent les inculquer aux élèves. On dirait que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Non. Allô, oui. Allô? Oui. Allô? Allô, bonjour. On ne vous entend pas très bien, s'il vous plaît, parlez fort, présentez-vous à nous. Nous vous entendons très faiblement. Parlez fort, prenez votre voix la plus haute et puis dites-nous comment vous appelez et d'où vous appelez et qu'est-ce que vous voulez nous dire. Ok. On va permettre à d'autres d'appeler. Zita, vous avez fini? Oui, j'ai pratiquement... Vous n'êtes pas d'accord avec le président, en tout cas? Je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est de la discrimination. Discrimination? C'est de la discrimination dans un pays où, en plus, c'est l'État qui s'occupe de ces écoles-là, qui paye des fonctionnaires. Donc, bien qu'il soit cardinal, il n'a pas le droit de s'élever. C'est une école confessionnelle. Oui, mais il n'a pas le... Si l'État a un droit de regard sur ces écoles-là, et de surcroît, c'est l'État qui paye les enseignants, je crois que quand il prend une décision, il doit rendre compte à l'État et dire pourquoi il prend cette décision. Ok. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Des enseignants catholiques dans des écoles catholiques, exclusivement. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais d'abord avoir une confirmation. C'est bien l'État qui paye les enseignants. Carole, attendez. Allô? Allô? Bonaventure Rumbadji, depuis la Gambie.
De la Gambie, ok. Nous sommes enchantés. Oui, quel est votre avis sur la question? Oui. Oui, j'ai bien suivi un peu le début de l'émission. Oui. Ben, l'évêque catholique, le responsable catholique, le responsable catholique qui prend les mesures, qui dit que l'école catholique, confessionnelle catholique, doit être dirigée par les enseignants, le personnel catholique. Oui. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison. Vous pensez qu'il a raison? Pourquoi? Parce que l'école de base doit avoir une éducation de base. Et laquelle éducation de base? Une éducation de base à l'image de l'Église. Oui. Une éducation de base selon les principes évangéliques. Une éducation de base qui respecte, vous voyez, quand je prends la société aujourd'hui, la société est jonchée de beaucoup de mots. La pédophilie, et les déviations, et j'en passe. Et vu toutes ces choses-là, l'Église doit être vraiment vigilante. Ok. L'Église est la lumière du monde, à l'image du Christ. Voilà. Du Christ qui est venu donner la lumière au monde. Je suis la vérité et je suis la vie. Et ce principe-là, on va l'inculquer à nos enfants. La première mission de l'Église, elle est évangélisatrice. La première mission de l'Église. Merci beaucoup. On ne vous perçoit plus très bien, mais on a saisi l'essence de votre intervention. Vous êtes d'accord avec le prélat. Vous dites que la base doit être maintenue, donc des enseignants catholiques dans une école catholique. Vous en êtes d'accord. Nous partons à Yaoundé. Nous étions en Gambie et nous saluons tous les Gambiens. Merci beaucoup, cher monsieur, de nous suivre d'Afrique occidentale. Nous allons maintenant en Afrique centrale avec Carole. Nous sommes à Douala, au Cameroun. Carole était en train de se préparer à intervenir. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'était à propos de l'émission qui passe là. Oui, vous y êtes. Vous êtes monsieur? Et vous appelez d'où? On ne vous perçoit pas très bien. Nous ne vous percevons pas très bien. Parlez fort. Oui? Ok. Bon, nous sommes obligés d'aller prendre l'avis de Carole parce que là, la liaison n'est pas très intéressante. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je dis d'abord bonjour à nos chers téléspectateurs. Peut-être on a oublié de leur dire que lors des appels, lorsqu'ils veulent nous joindre par téléphone, il faudrait qu'ils baissent le volume de leur poste récepteur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, qu'ils baissent le volume de la télévision pour pouvoir, parce qu'ils ont envie d'avoir un retour et ça passe très mal à la télé. Donc il faut qu'ils commencent à baisser le volume de la télévision. Ok. En fait, moi je partage l'avis de l'avant-dernier téléspectateurs appelant et l'avis de Pulchéry. Pour moi, c'est normal. C'est normal parce que, vous savez, la RDC, c'est un pays très religieux. Il y a, je ne sais pas, 600 églises là-bas ou 1500 églises, je ne sais pas, de part et d'autre. Et moi, si je suis responsable d'une école catholique, pour sécuriser mon enseignement, être sûr de ce qu'il n'y aura pas d'intrus dans l'enseignement, eh bien, je vais demander à ce que les enseignants soient de la même obédience que l'école. Donc, je pense que moi, je partage l'avis de... Ça ne fait pas de discrimination? C'est la sécurité. C'est une question de sécurité. C'est une question vous savez, la RDC est tellement d'églises de réveil.
ou des enseignements où on dit qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, il ne faut pas célébrer le 25 décembre parce que le 25 décembre n'est pas la date de naissance, la prédate de naissance du Christ. Eh bien, il y a tellement de divergences dans les obédiences aujourd'hui que pour être sûr de ce qui est enseigné, surtout de la croyance de l'enseignant, vous ne pouvez pas venir enseigner dans une école catholique en étant de l'église de Solid Rock Church ou la vraie église de Dieu où Jésus est venu hier, il arrive demain. C'est bien noté. Vraiment, c'est bien noté. Je suis d'accord. Ok, merci beaucoup Carole. On va prendre rapidement l'avis d'Adrienne à Milan pour boucler cette émission. Adrienne, êtes-vous pour ou contre ce qu'a décidé le prélat? Bon, je ne suis pas contre, mais bon, quand même, c'est un problème assez délicat. Il faut interpeller tout le monde. Il ne faut pas qu'il s'impose comme ça. Il a pleinement raison parce que, comme je dis, ici, on a, même en Italie, ici, on a eu ce genre de problème qui s'est posé parce que quand les migrants qui sont arrivés, mais qui sont de souche musulmane, comme je le dis, je n'attaque personne. Mais à un moment donné, ils ont demandé que les crucifix se soient enlevés des classes. Si quelque part, lui, il impose cette méthode-là de dire qu'il faut embaucher ou bien garder que des enseignants catholiques, c'est peut-être mieux ainsi pour ne pas permettre à d'autres personnes quand même qui respectent eux leur religion et puis bon qu'ils viennent imposer autre chose. En fait, nous, on l'a vécu ici, les gens demandaient de doter le crucifix, c'est ce qui était quand même un peu contre, pour nous qui sommes... Voilà. Ok. Donc, mais n'empêche qu'il y a dans les écoles ici, il y a des religieuses qui enseignent dans des écoles publiques, il y a des religieuses qui donnent des cours. Hein. D'accord. Mais ça ne pose pas de problème, voilà. C'est bien noté. À chacune et à chacun son avis sur la question. Vous pouvez continuer le débat. Faut-il dans les écoles catholiques que des enseignants catholiques? La question est posée. Nous avons eu des réponses. Méritocratie, nous avons célébré le Mali. Il faut dire aussi que le Zimbabwe a décidé de criminaliser tous les critiques contre les actions du gouvernement, sans oublier qu'aujourd'hui, nous sommes le 10-10-2020 et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors, j'ai envie de boucler avec vous, Pulchéry. On croise toujours les doigts. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous avez dit la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande manifestation dans ce pays. Je vous laisse boucler. Oui, la paix en Côte d'Ivoire, la paix, c'est-à-dire laisser les gens parler, laisser les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Nous sommes dans un pays démocrate, donc on veut la paix pour la Côte d'Ivoire. Okay. Ce sont mes mots pour boucler, mais pour boucler aussi, on n'oublie pas l'Octobre Rose qui se manifeste tout le mois d'octobre. Et pour boucler aussi, j'aimerais faire un coucou à mes deux cousines qui m'ont rejoint ici à Bassam, Colombe et Christelle. Elles sont venues me rejoindre ici à Bassam. Okay. Et puis, gros bisous à maman Geneviève Ouané qui lutte pour le cancer du sein. Merci beaucoup, je vous embrasse toutes. J'embrasse aussi tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui ont pris part à cette émission, qui se sont cramponnés, qui ont suivi tout. Et nous allons boucler en revenant ici au Gabon avec deux messieurs, un qui s'appelle Elon 2.0 et puis un autre qui s'appelle Ndong Mboula. C'est de cette façon...